monsieur le porte-parole. Bonjour, chers confrères. Ici, c'est Firmin Kassaga de la radio Puisse FM. Ma question est la suivante. Depuis les élections ayant conduit à mettre en place nos élus locaux, les maires et les CA, on constate que au niveau des chefs quartiers, il y a un blocus. Les chefs quartiers jusqu'à présent ne sont pas encore installés. Parmi les chefs quartiers qui étaient en poste les 4 ou 5 dernières années, il y en a qui sont actuellement CA. Donc, il y a un vide au niveau de ces postes-là dans certains quartiers, bien évidemment. Donc, je voudrais savoir quelles sont les démarches au niveau du gouvernement pour que cela soit fait dans les plus brefs délais pour que les populations de la base puissent jouir, bien sûr, des services de leur chef quartier. Merci. Comme vous avez bien lu la loi sur la décentralisation, je suis convaincu que vous êtes au courant qu'il appartient aux partis arrivés majoritaires dans les villages et quartiers de procéder à la désignation des chefs de village et des chefs de quartier. Ça n'est donc pas la responsabilité du gouvernement. Je ne sache pas qu'il y ait un délai dans lequel les partis soient enfermés pour procéder à cette désignation, mais comme vous, je pense que le plus diligemment c'est fait, mieux ça vaut pour nos populations et je ne doute pas que les partis politiques soient à pied d'œuvre pour combler ces vides-là. Qui d'autre? Qui d'autre? Bon, vous voulez dire que nous avons eu tort d'organiser la présente conférence de presse alors? Oui, oui, allez-y. Bonjour, monsieur le porte-parole du gouvernement. Je suis Venance Tonongé de la météo. J'ai trois questions. La première, c'est quel héritage concret souhaitez-vous que l'histoire retienne de ces 10 ans de Patrice Talon? La deuxième question, c'est quelle sera, selon vous, la plus grande urgence du prochain président de la République une fois installé? Et la dernière, c'est vous concernant vous-même en tant que porte-parole. Quel conseil le porte-parole du gouvernement sortant laisserait-il à son successeur euh, dans les plus prochains jours? Merci. Le président Patrice Talon, je crois que ce sur quoi on peut tous s'entendre aujourd'hui, c'est que conformément à son vœu, éliminer son premier mandat, il est porté en triomphe. Et j'aime à penser que s'il avait la possibilité, en quittant le palais de la Marina dimanche prochain, d'aller chez lui à pied, il n'arriverait pas à se frayer un chemin pour le faire. Et pourtant, au début, qui aurait imaginé, à part lui-même, dans son intime conviction, qu'il connaîtrait cette fin en apothéose? Donc, je crois que nous garderons tous de lui l'image d'un homme d'État résilient, déterminé aussi au service de la République, n'ayant fait aucune sorte d'économie pour sa personne, parfois même pour son honneur. Quand on regarde tout ce qui a circulé à son propos, je crois qu'in fine, c'est ça que les Béninois garderaient, parce que c'est ça qui nous a permis d'affronter les difficultés, et Dieu sait qu'il y en a eu énormément, les unes après les autres, de ne jamais renoncer et de faire en sorte que nous soyons où nous sommes aujourd'hui, où le Bénin est aujourd'hui, envié, admiré, dont on parle avec beaucoup de fierté. Ce n'était pas à gagner d'avance. Et moi, c'est ce que j'ai envie de retenir. Au-delà des infrastructures gigantesques, et on peut le dire aussi, aujourd'hui, on peut se permettre les superlatifs, hein. Je pense que
ça a été pharaonique, ce qui a été fait pour le Bénin en ces 10 ans sous le magistère du président Patrice Talon. Vraiment pharaonique. Et c'est pas exagéré. Maintenant, le successeur qui arrive dans 96 heures, il sait mieux que quiconque, pour avoir été un des artisans de la gouvernance Talon du début jusqu'à la fin, il sait ce qui a été fait, il sait ce qui est en cours et il sait ce qu'il reste à faire. Donc, forcément, il sait aussi quelles sont les urgences par lesquelles il peut commencer son magistère. Je n'ai pas de conseil à lui donner en ce sens-là. À titre personnel, au bout de l'exercice, je suggérerais simplement à mon successeur dans les fonctions de porte-parole de se faire l'avocat du Bénin, mais un avocat intrépide qui ne concède rien tant qu'il s'agit de l'honneur du Bénin. Parce que, à titre individuel, quand nous avons des différends et que nous nous retrouvons devant la justice, lorsque nous avons les moyens de prendre un avocat, nous aimerions bien que celui-ci nous fasse gagner l'affaire qui nous a conduits au tribunal. Que nous ayons raison ou pas, vrai ou faux. Et surtout quand nous n'avons pas raison, nous aimerions que soit il réalise le miracle de nous sortir d'affaire, soit qu'il obtienne au moins de nos juges de nous juger avec clémence, de nous accorder des circonstances atténuantes et de voir que nous ne sommes pas si mauvais que ça, que nous n'étions pas animés de ce qu'on appelle en droit l'animus necandi, l'intention de nuire. Et s'il peut être dans cette projection-là, je crois que tout le reste, la calomnie, les injures et tout ce qui va avec, quand on est dans ces positions, il saura faire front. L'amour du Bénin chevillé au corps, la volonté d'en être aux côtés de celui dont son ministère procède, un intrépide défenseur de la nation, tout le reste, pour moi, après, c'est gérable. Donc, c'est le seul conseil que je suggérerais à celui qui viendrait vous entretenir dans quelques jours du Bénin, de comment il avance, de ce que nous devons corriger, de ce que nous devons mieux faire, de comment nous devons nous mobiliser tous ensemble pour en faire un grand pays. Je suis obligé de me tourner vers ici parce que tout le monde est là. Oui, monsieur. Monsieur le porte-parole, Christian Tchami, l'événement précis. Juste une question. Pour la première fois, la prestation de serment se déroulera à Cotonou et non à Porto. Beaucoup de Béninois s'interrogent sur ce parce que les prédécesseurs, les chefs d'État qui sont passés ont tous prêté serment. Sauf un. Alors, dites-nous les raisons qui sont à la base de cette option du gouvernement de procéder, de faire procéder à la prestation à Cotonou. Cela veut dire que vous n'avez pas eu l'occasion de suivre le compte-rendu du Conseil des ministres la semaine dernière. Parce que le gouvernement avait déjà expliqué pourquoi Cotonou abrite cette année la cérémonie d'investiture du président de la République. Le gouvernement a annoncé depuis le 15 octobre 2025 des travaux de réhabilitation du stade Charles de Gaulle à Porto Novo. Charles de Gaulle en attendant le changement de nom. Et les travaux ont commencé. Les études y relatives ont pris un peu plus de temps que prévu. Sinon, dans notre espoir, c'est que les travaux auraient été achevés pour que la cérémonie se tint à Porto Novo comme c'est de coutume. Il se trouve que le cas de force majeure qui se pose à nous, c'est que les travaux ont commencé avec retard et sont en cours. Objectivement, pour la qualité que vous nous prêtez en ce qui concerne notre discipline
propre, mais la discipline collective aussi que nous avons imprimée au pays, nous n'aurions pas osé convier des milliers de Béninois sur un espace en chantier. Et c'est la raison pour laquelle, fort heureusement, comme les travaux de réhabilitation de l'esplanade du Palais des Congrès, eux, ont commencé plus tôt, ce n'est pas de même envergure que Porto Novo. Autrement, dans les mêmes délais, ça ne serait pas achevé. Mais ces travaux sont achevés et nous pouvons disposer d'une place non moins noble pour accueillir cette cérémonie. Je vais profiter de votre question pour vous rassurer parce que je sens qu'il y a un non-dit. Est-ce que ne prétend pas serment à Porto Novo, le nouveau président de la République gagnerait la plénitude des attributs de ses fonctions, notamment au plan spirituel? Parce que comme vous, j'ai entendu les développements d'un de nos concitoyens estimant qu'il manquerait une charge spirituelle. La République, elle est partout chez elle. Partout. Que ce soit Porto Novo, Cotonou, on aurait pu dire Parakou, Natitengu ou Lokossa, la République, elle est partout chez elle. Mais en plus, il y a des musulmans ici. Quand un bon musulman s'en va prier et qu'il ne va pas à la mosquée, mais qu'il a son tapis, il peut le poser n'importe où, il le consacre, sa prière est acceptée. N'est-ce pas? Donc soyez rassurés. Le fait que la cérémonie se tienne à Cotonou n'enlève rien à sa portée. Et encore une fois, la République étant partout chez elle, où qu'elle se serait tenue, elle aurait eu la même charge. Nous regrettons simplement que les travaux à Charles de Gaulle ne permettent pas à la ville de Porto Novo de vivre cet événement comme elle en a déjà l'habitude. Mais ça n'est que partie remise pour dans 7 ans avec le président que nous élirons à cette occasion-là. Le peuple béninois veut savoir où se trouve exactement M. Olivier Boucon en ce moment. Première question. Deuxième question. Après Womé a été réglé. Est-ce que le peuple béninois peut être sûr que cette affaire sera définitivement réglée? Je vais parler de la population de Womé. Merci beaucoup. Le compte-rendu du Conseil des ministres a bien employé l'adjectif définitivement pour parler de Womé. Donc, cher doyen, Womé s'est réglé une fois pour de bon. Que des protagonistes essayent demain de remettre en cause, de contester, humainement, ça peut s'entendre. Mais l'État a pris une décision qui sera appliquée et respectée. Monsieur Bokor, à ce que je sache, se trouve en prison. Vous voulez lui rendre visite? Vous pouvez y aller. Je ne comprends pas votre question, sauf à surfer sur les conneries qu'on entend sur les réseaux. Moi, de ma position, je sais qu'ils se trouvent en prison. Ceux qui prétendent le contraire, vous leur demandez d'apporter la preuve. La charge de la preuve de ce qu'ils allèguent leur incombe. Et puis, ne vous laissez pas distraire par ceux qui, faute de sujets, en inventent pour essayer d'exister. Bonjour, monsieur le porte-parole. Rachida Oussou de BIP Radio. Je voudrais savoir quel est le plus grand regret du président Patrice Talon après ses 10 ans. Est-ce qu'il vous l'a confié? Et j'ai lu dans la presse que le projet Benet Taxi est mort. Est mort?
la fin du projet J'ai employé les mots justes. Est-ce que le On projet, l'a clôturé formellement. Donc, employez les mots justes. qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? Mais pourquoi vous pensez que c'est parce qu'il y aurait faillite qu'on clôt un projet? C'est une question. Vous Le expliquez projet est le- fini. Mais, Madame Oussou, en annonçant la mise en place de ce projet il y a une dizaine d'années, parce que je pense que c'est l'un des tout premiers qui avait été annoncé, c'était dans la perspective du développement touristique, mais aussi pour créer un effet d'entraînement. Le gouvernement voulait donner l'exemple et par la suite, nous avons pris des mesures incitatives pour encourager des particuliers à mettre en place des flottes de taxis. Et aujourd'hui, dans notre pays, vous en avez au moins 2 ou 3 qui sont compétitives par ailleurs. Et ça n'est pas la vocation de l'État de faire commerce. D'ailleurs, ça n'était pas à proprement parler du commerce puisque les conducteurs étaient des artisans et ils ont un contrat avec le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet-là. Donc, c'est une clôture normale qui n'appelle aucune réflexion dans le sens de c'est parce qu'il y aurait eu faillite que le projet a été clôturé. Loin du tout, et loin de là. Maintenant, vous posez une question toute personnelle que je vous prierai d'adresser au président Patrice Talon parce que, en dehors de ce qu'il a pu dire, je pense le 28 juillet 2015, devant les jeunes, relatif à son regret de ne pas avoir aboutir pendant qu'il est dans la charge notre projet ambitieux de construction de lycées techniques agricoles, d'écoles de métiers pour la mise en œuvre concrète de notre programme de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Je ne sais pas s'il y a un autre point lié à l'action du gouvernement, pour parler ainsi, qui constituerait pour lui un motif d'insatisfaction majeure. Pour le reste, je crois que quand on regarde le bilan global, même s'il y a des points sur lesquels on n'a pas eu les résultats qu'on aurait escomptés, quand on regarde le bilan globalement, il y a lieu d'être fier quand même d'avoir été le capitaine de l'équipe grâce à laquelle les Béninoises et les Béninois dans leur ensemble ont réalisé ces grands pas. Oser s'offrir un agneau de sacrifice, je dirais propitiatoire, pour que le Bénin soit définitivement sauvé de ses vieux démons, n'est pas rien. Et ça me fait dire, vous devez le penser aussi, que si même le diable venait à prendre la conduite de notre pays dans 50 ans ou dans 100 ans, je pense qu'il dira qu'au Bénin, désormais, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Rien que ça, c'est un motif de grande satisfaction, de sorte que les insatisfactions peuvent se noyer dans le bilan global qui en lui-même est très satisfaisant de l'avis même de nos concitoyens et des observateurs d'ailleurs qui regardent le Bénin et qui voient comment en quelques années nous avons fait de grands bonds en avant. OK? Au suivant. Bonjour, monsieur le porte-parole. Je m'appelle Oscar Mendoa-Ducon, directeur général de Bénin Facility. Vous devez payer des royalties à quelqu'un ici, si vous parlez de Bénin Passion. Vous le connaissez? Oui, il n'empêche. Sous le gouvernement du président Patrice Talon, nous avons connu la suppression du ministère de la Communication et de l'agence Bénin Presse. Vous qui avez participé aux grands travaux de communication de ce gouvernement, dites-nous davantage sur les conséquences de cette suppression et si le prochain gouvernement arrivait, quels seraient vos conseils à l'endroit du prochain président afin que ce ministère soit ressuscité? C'est votre vœu à vous. Mais vous aurez dû être candidat pour être élu. Le président élu, lui, il sait ce qu'il doit faire.
je n'ai pas de conseil à lui donner. ABP, ministère de la Communication, c'est deux sujets différents. La liquidation de l'ABP, comme de certaines autres structures ces dernières années, tient objectivement de leur non-viabilité au moment où la décision a été prise ou d'une décision stratégique de réorienter l'action des structures concernées. Le ministère de la Communication, c'est une décision politique du président de la République élu qui a considéré qu'il pouvait réaliser son programme d'action du gouvernement sans forcément avoir un ministère dont l'intitulé est. Parce qu'il y a un autre ministère qui est en charge du secteur des médias. Donc, à mon avis, il n'y a rien de plus à dire là-dessus. Bonjour, monsieur le porte-parole. Jean-Luc Aplogan de RFI. Je voulais savoir quand est-ce qu'on connaîtra la liste des membres du Sénat et est-ce que le président Bouni Yahi a donné son accord pour y participer? Ça, c'est la première question. La deuxième question parle beaucoup des réussites du président Talon. Est-ce que la lutte contre le terrorisme et la gouvernance démocratique ont connu les mêmes réussites? Et enfin, il y a plusieurs familles de détenus qui espèrent une grâce présidentielle du chef de l'État, des détenus politiques. Est-ce qu'il est encore possible avant dimanche pour le président Talon de prendre des actes pour la grâce présidentielle? Merci beaucoup. Le Sénat, c'est une institution prévue par la Constitution. Il sera mis en place. Je pense que vous n'attendrez plus aussi longtemps que vous avez déjà attendu depuis la réforme constitutionnelle pour l'avoir. Et je pense aussi que tous les membres de droit devraient honorer la République de leur disponibilité. Et ceux qui seraient identifiés et cooptés à leur côté feront vivre cette institution pour lui permettre d'apporter toute sa contribution à l'édification d'un Bénin encore plus grand et plus prospère. Sur le front de la lutte contre le terrorisme, j'ai croisé en venant ici ce matin le chef d'état-major général des forces armées béninoises. Et je lui fais la boutade, mon général, nous avons de l'accalmie depuis un moment maintenant. Il m'a dit oui, et nous travaillons à ce que cela soit durable. Vous devez reconnaître avec nous que même si notre pays a fait l'objet ou fait encore l'objet de tentatives d'agression, d'attaques terroristes, nous montrons une telle résilience que nous pouvons aller et venir partout sur notre territoire. Nous avons tenu de grandes activités, les élections étant les dernières, qui ont pu se tenir dans tous les villages, dans tous les quartiers de ville, parce que la sécurité est garantie sur notre territoire. Pour autant, nous aimerions tellement ne plus subir d'attaques. Nous aimerions tellement que, dans le cadre d'une bonne coopération avec nos voisins, une stratégie communautaire nous permette d'obtenir de meilleurs résultats sur ce front-là. Donc, on peut à tout le moins considérer que si nous n'avons pas fait 100% sur le front antiterroriste, nous sommes quand même largement, très largement au-dessus de la moyenne et c'est ça qui nous vaut la quiétude que nous avons en ce moment. Et puis vous dites, est-ce que sur le plan du chantier démocratique, le bilan peut être aussi heureux que sur les autres? Monsieur Aplogan, c'est parce que vous et moi sommes des contemporains des différentes réformes pertinentes qui ont été engagées ces dernières années que nous pensons parfois qu'elles sont allées tellement loin qu'elles ont eu tendance parfois à nous faire penser que nous remettions en cause la démocratie. Mais j'ai déjà eu l'occasion de dire, et je vais répéter ici, que ce qui a été fait sous le magistère du président Patrice Talon, c'est une façon de normaliser enfin notre démocratie.
Il n'arriverait à l'idée de personne aujourd'hui de penser que les États-Unis ne sont pas une démocratie. Pourtant, les États-Unis ont un système électoral qui fait que quelqu'un peut remporter le vote populaire avec un écart de plusieurs millions de voix sans être président de la République parce qu'il n'a pas gagné assez d'États pour emporter la majorité des grands électeurs. Est-ce que ça n'est pas une démocratie? C'est une démocratie, conformément au choix qu'ils ont fait pour leur société. Vous observerez que les pays occidentaux, je dis de l'Europe en particulier, qui sont pour la plupart encore des monarchies, même si c'est des monarchies parlementaires, appliquent différemment la démocratie. Les règles ne sont pas exactement les mêmes partout. Les principes, ils sont les mêmes. Il faut les prendre, les adapter à ces contextes, à ses besoins, à ses ambitions. Et nous avons compris au Bénin, enfin, qu'il ne nous servait à rien de singer les autres, de chercher à leur ressembler trait pour trait en ce qu'ils font depuis 300 ans, 400 ans, 500 ans parfois. Nous n'avons pas 50 ans de pratique démocratique continue au Bénin. Donc, ce que nous faisons là, dans 20 ans, dans 50 ans, les Béninois de l'époque trouveront que c'est tellement normal parce que le pays aura été normalisé, stabilisé, avec une pratique démocratique responsable, mature. Les protagonistes d'aujourd'hui ne seraient plus là pour dire on a exigé 20% ici, on a exigé 10% là. Ceux qui vivront demain seront fiers de nous parce que nous aurons été pour eux réellement une bonne providence. Et puis, vous espérez une grâce présidentielle pour certains de nos concitoyens que vous qualifiez de prisonniers politiques, M. Aplogan. Est-ce que le mot n'est pas un peu fort? Parce qu'il vient de vous. Vous connaissez notre religion en la matière. Il y a des acteurs politiques qui sont en prison pour diverses infractions et cela ne fait pas d'eux des prisonniers politiques. Cette clarification étant faite, le 31 juillet, comme le 31 décembre, nous avons été habitués parfois à la signature d'un décret du président de la République en exercice qui gracie. Il me semble qu'aujourd'hui, nous soyons relativement loin du 31 juillet et encore plus loin du 31 décembre. Bon, cependant, en 96 heures, beaucoup de choses peuvent se passer, y compris les choses que vous n'espérez pas. Et peut-être aussi que les choses que vous espérez peuvent ne pas advenir. Au suivant. Bonjour, monsieur le porte-parole. Est-ce que vous sauvez au mot du journal L'Autre Quotidien? Première question. Après quelques années passées, pratiquement au niveau de l'appareil de l'État, de votre part, d'un voix terrible par concert, quel est le plus grand regret que vous avez de tout ce que vous avez eu à faire? Deuxième question, dans quelques jours, ce serait l'investiture du nouveau président. Est-ce qu'on peut relever un point de voile sur le caractère un peu officiel de cette cérémonie que nous tous nous appelons le tout nouveau? Je voudrais dire, est-ce que les chefs d'État des pays voisins ou étrangers moins viendraient assister pour l'honneur de cet événement? Je vous ai privilégié, vous des médias, en étant avec vous ici, parce qu'autrement, je devais être actuellement dans la séance qui fait le point des préparatifs pour dimanche. Mais ce que je sais vous dire, c'est que tout est en bonne voie, tout est en place même pour que nous vivions une belle cérémonie. À l'instant où je vous parle, je n'ai pas d'informations sur la présence de chefs d'État étrangers. Mais vous savez au moins que ça n'est pas dans nos habitudes pour ce genre d'événement de solliciter ou de gêner
des dirigeants étrangers pour les faire venir assister à cela. Mais nous attendons d'en savoir davantage. Et puis, vous voulez savoir mon plus grand regret, c'est ça? Mon plus grand regret. Au bout de 9 ans et demi de collaboration avec le président Patrice Talon ou d'apprentissage de la gestion de l'État, j'aurai l'occasion, si l'univers m'en prête le temps, de commettre à un moment ou à un autre des mémoires d'où émergerait ce qui pourrait être considéré comme regret, mais surtout aussi ce qui serait des acquis. Mais j'aime à dire que c'est exaltant à faire. Ça permet d'apprendre le sens des nuances, de savoir que la vie n'est pas ou chaude ou froide, ou noire ou blanche. Entre le chaud et le froid, vous avez plusieurs nuances de tiède, et entre le blanc et le noir, vous avez autant de nuances de gris. Ça, c'est la leçon fondamentale que cette pratique enseigne, et je vous la souhaite tous à un moment ou à un autre de votre parcours. Si vous en avez l'âme pour supporter les aspérités et les amertumes que cela peut charrier aussi, parce que beaucoup en parlent en ne voyant que les douceurs éventuelles, mais oubliant que c'est un tout. Donc voilà ce que je peux vous dire. Au suivant ou à la suivante. Sur Maurice Lorien, de préoccupation de ma part. Sous le magistère du président Patrice Talon, notre pays le Bénin a une croissance stable. Le docteur estime que la ménagère Dame Pierre, par exemple, de 125 parce qu'elle vote d'études du Sénat sur l'égal. Deuxième question, vous étiez un grand journaliste, comme dans l'étude, donc c'était parmi nous aussi. L'actualité, donc, à la SCTB, c'est licenciement massif. Quel est le regard que vous jetez en tant qu'ancien journaliste? Est-ce que vous le regardez souvent, ancien journaliste? Et aujourd'hui, quel est le regard du gouvernement par rapport donc, à ce licenciement-là? Est-ce que pour vous, on peut encore récupérer donc, quelques journalistes ibériques dans ce lieu-là? Si ça avait été une décision du gouvernement, passée en Conseil des ministres, j'aurais été très à l'aise pour vous en donner les tenants et aboutissants. Il me semble que la SRTB soit une société anonyme qui a des organes de direction, une direction générale, un conseil d'administration. Et je suis convaincu que ce sont vos meilleurs interlocuteurs pour vous expliquer pourquoi ils en sont arrivés à prendre cette décision. Après, je peux penser humainement, et le gouvernement également, que à partir du moment où ils ont planifié une telle décision, ils auraient gagné à faire savoir au personnel un peu avant pour préparer les uns et les autres à cette éventualité, parce que nous avons appris que les gens ont été pris au dépourvu, ils ont eu l'information au tout dernier moment. Humainement, je pense que c'est déplorable. Ils auraient pu être avertis avant, se préparer, y compris ceux qui ne sont pas concernés, pour que chacun sache que ça peut arriver à tout moment. Et puis, cela étant, ça fait partie quand même si ça n'est pas souhaitable, ça fait partie de la vie de toute entreprise. Ça peut arriver à un moment ou à un autre, pour diverses raisons. Et si les conditions sont remplies, les dirigeants ont à prendre courageusement la décision, mais ensuite à respecter les droits sociaux des personnes qui sont concernées. Vous avez relevé que le magistère du président Patrice Talon a permis à notre pays d'engranger et de se faire une bonne santé économique.
avec le reproche cependant d'une certaine partie de l'opinion consistant à dire que cette croissance ne retombe pas dans les poches ou dans les assiettes de nos concitoyens. Quand vous voyez l'ampleur des infrastructures réalisées, et si vous n'avez pas le sentiment que c'est la redistribution de la richesse collective qui permet d'apporter de bonnes routes pour faciliter la mobilité des gens partout dans le pays, vous n'avez pas fait une bonne lecture. Quand vous voyez que en 10 ans, on est passé de 40% de Béninois à peine ayant accès à l'eau potable à plus de 80%, vous devez considérer que c'est la redistribution de la richesse nationale qui permet de le faire. Quand vous voyez que nous sommes passés d'à peine 300 villages au Bénin ayant accès à l'électricité en 2016 à pratiquement 1000 aujourd'hui, donc on a multiplié par 3, vous devez convenir aussi avec nous que c'est de la redistribution de la croissance qu'il s'agit. Quand vous savez que nous sommes partis de 250 000 enfants béninois qui avaient accès aux cantines scolaires pendant 20 jours dans l'année scolaire jusqu'en 2016, et qu'aujourd'hui nous sommes pratiquement à 1 400 000 enfants béninois qui mangent à l'école un repas chaud du jour de la rentrée au jour des vacances, cela s'appelle aussi de la redistribution de la richesse nationale. Quand vous savez que aujourd'hui au Bénin, on peut être le pire contenteur du président Talon, on peut être son meilleur opposant si l'État organise un concours de recrutement et qu'on travaille mieux que l'enfant du député, l'enfant du maire, l'enfant du ministre, on réussit en tant qu'opposant quand l'enfant du député échoue. Ça n'était pas possible avant. Ça, c'est de la justice sociale et ça n'a pas de prix. Montrer à tous qu'on est les enfants du pays au même titre, qu'on a les mêmes droits, c'est un acquis fondamental que nous venons de faire sur les 10 ans et croyez-le, c'est beaucoup de renoncement exigé aux acteurs politiques pour les pratiques qui étaient les leurs avant. Et on peut démultiplier les exemples de réalisation qui impactent directement la vie des gens. J'indiquerai par exemple, pour finir, le développement prodigieux du numérique aujourd'hui. Avec le numérique aujourd'hui, l'administration béninoise ne ferme plus. Parce que même à 2 heures du matin, à 3 heures du matin, vous pouvez faire des demandes en ligne. Ça n'est pas le cas. Si votre crédit, vous avez un compteur prépayé et que votre crédit, vous lâchez à 2 heures du matin, vous pouvez à 2 heures du matin acheter du crédit et recharger votre compteur. Je ne sais pas où vous êtes né, mais si vous êtes né à Liboussou, dans la commune de Séguana, et que vous vivez à Cotonou, vous n'aurez pas besoin d'aller à Séguana aujourd'hui pour avoir, ou à Kandi, pour avoir votre casier judiciaire. Et souvent, on n'a pas conscience que les frais collatéraux ou les frais directs que nous engagions dans toutes ces formalités, aujourd'hui restent dans nos poches. C'est une dimension sociale de l'action du gouvernement et qui n'est pas des moindres. Donc, oui, on peut dire qu'il y a encore des manques parce qu'il y a encore des besoins à couvrir. C'est légitime. Mais on ne peut pas dénier à ce gouvernement d'avoir fait, comme le président Talon l'a postulé à son entrée en fonction le 23 mai 2021 pour son second mandat, on a fait de ce mandat un mandat hautement social au regard des réalisations qui ont été faites dans maints domaines. Et je n'ai pas de doute que ces acquis-là seront prolongés par le président Wadaini et que nous aurons l'occasion d'apprécier, de voir que grâce aux bases solides qui ont été posées ces 10 dernières années, au prix de grands efforts et sacrifices, il pourra prendre appui là-dessus avec son équipe pour nous porter encore plus loin dans tous les domaines qui structurent notre bien-être collectif et individuel. Monsieur le porte-parole du gouvernement, une question. En 10 ans, notre constitution a été révisée
2 fois. Et à la date d'aujourd'hui, sauf erreur de ma part, il n'existe même pas une version consolidée de la nouvelle version, Ah bon? sauf erreur de ma part. Dans nos démarches pour en savoir plus, il nous a été donné de comprendre que c'est la tâche de mettre ce document, cette version consolidée, à la disposition des bénévoles revient au secrétariat général du gouvernement. Ma question c'est, qu'en est-il concrètement? Est-ce que ce document, cette version consolidée existe? Sinon, où en sommes-nous? Merci. La dernière fois qu'on a révisé la Constitution, c'était quand? De novembre à aujourd'hui, ça fait 6 mois. Et vous pensez vraiment que le document de la Constitution n'existe pas dans le Bénin de 2026, le Bénin de Patrice Talon? Votre information n'est pas juste. Suivant. Au suivant. C'est pas juste, hein, à la limite, c'est une injure à ce gouvernement. Je me permets de revenir. J'ai eu 2 questions additionnelles. La première, c'est celle concernant les cantines scolaires. Cette année, il y a une prolongation, bien sûr, pour la période des examens. Et ça n'est pas du social. Ajoutez-le. Je voudrais savoir comment est-ce que cela se ferait pour que tous les candidats, les paysans candidats, les élèves candidats puissent bénéficier, puisque dans l'instauration de cette réforme, il y avait des écoles ciblées. Là, il s'agit bien sûr des examens. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour que tout candidat puisse bénéficier, bien sûr, des mails qui seront offerts? La deuxième question, c'est de savoir le mardi 26 mai, où est-ce que vous serez? Qu'est-ce que vous avez? Il s'en va être 11 heures. Le mardi 26 mai, à pareille heure, probablement que je vous recevrai ou que je vous enverrai un test à exploiter sur vos canaux parce que j'aurais agi comme un freelance pour vous et je vous apporterai des papiers de qualité. Soyez rassurés. Saupoudré par ailleurs d'un zeste d'expérience politique et qui ne serait pas négligeable. La NAN est bien placée pour répondre à votre préoccupation. La NAN a reçu les instructions du gouvernement de faire en sorte que les cantines soient ouvertes pendant la période. Il y a des localités dans lesquelles les cantines scolaires sont déjà opérationnelles et nous n'avons pas voulu qu'il y ait de rupture dans la fourniture de ces services-là aux enfants. Et c'est cohérent. Ils ont eu la cantine toute l'année pour pas que pendant la période des examens, il manque de cantine. C'est une question de logique. Donc, la NAN a pris ses responsabilités et je suis convaincu qu'à l'heure où on parle, au regard des standards que nous avons mis en place, moi je suis sûr qu'ils sont déjà prêts pour que la semaine prochaine, les enfants, quand ils vont à l'examen, à la pause, ils aient leur repas chaud. La NAN va s'en occuper. En pratique, c'est la NAN ça. Ils peuvent décider de faire du traiteur le jour-là, j'en sais rien. Mais je suis convaincu qu'avec le ministère des enseignements maternels et primaires, ils ont déjà regardé et ils savent, parce qu'on est à une semaine à peine. Donc, ils savent exactement ce qu'ils vont faire pour que dès le lundi 1er juin, c'est ça, non? Du 1er au 3 ou du 1er au 4? Oui. Que les enfants, ils aient à manger. C'est des consignes du gouvernement et ce sera appliqué.